Salut à tous, bienvenue dans Antoine et ses copains aiment le rock, un nouveau Battle Clash consacré à l'année 1989 avec comme invité Benjamin Durand, de retour pour un podcast sauvage à la maison. Bonsoir. Oh oui, quel bonheur. Quel bonheur. Un peu de sauvagitude. Donc j'ai dit 89, vous allez dire, ils traitent pas des 60s, des 70s, waouh, qu'est-ce qui leur prend? En plus, c'est des années qu'on a vécues, puisqu'on est tous les deux des enfants du début des années 80. On était tous jeunes, mais il y a quand même plein de souvenirs qui viennent. Moi, quand j'ai fait la liste, je me suis dit, ah oui, il y a ça quand même, je peux pas passer à côté. Et ça va être une espèce de jeu de ping-pong entre nous, et on va voir qui a la meilleure liste, qui a la plus grosse liste. Et je vous rappelle le principe, il a établi sa liste des 10 titres préférés de son cœur de 89. J'ai fait la même chose, il ne connaît pas ma liste, je ne connais pas la sienne. Et donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec ton numéro 10, Benjamin, si tu veux bien. Eh bien, je propose les Beastie Boys avec What Comes Around. Waouh, pas mal. Alors, c'est sur Paul's Boutique, ça. Paul's Boutique, absolument, oui. Alors, pourquoi ce choix? Un groupe un peu fusion rap-rock, j'ai envie de dire. Oui, mais qui à l'époque était un petit peu perçu comme un groupe un peu potache à cause de Fight for Your Right to Party, leur premier album et tout ça. Et puis, bah oui, tout le monde pensait que c'était vraiment juste un espèce de truc un peu genre les Ruttles, tu vois, à l'époque. Et justement, eux ont eu à cœur de faire un album avec moins tubesque, quelque part. Et pour ça, ils ont pris les excellents Dust Brothers, qui leur ont apporté... qui leur a... C'est un peu le chef-d'œuvre des Dust Brothers, pour moi, c'est ça. Et c'est le chef-d'œuvre des Beastie Boys, oui, aussi Paul's Boutique. Aussi, même si, ils ont encore après enchaîné à chaque fois, on cite celui-là plein d'albums. Mais Paul's Boutique, en tout cas en termes de samples, c'est vrai que c'est aussi ce qui est rigolo, c'est qu'en 89, tu pouvais encore sampler un petit peu qui tu voulais sans avoir à payer des sommes incroyades. Et là, c'est vrai que t'as Led Zeppelin, t'as les Beatles, t'as Curtis Mayfield, t'as absolument tout le monde qui est samplé sur ce disque-là. Et c'est passé fastoche, quoi. Et pourtant, quand tu les vois en plateau, etc., c'est quand même un groupe de live aussi, avec des vrais icônes. C'est vraiment c'est ça qui est génial. C'est un groupe assez ovni, quoi, un groupe de rap blanc. Mais je crois que les Beastie Boys, c'est un groupe que je trouve que la postérité ne reconnaît pas assez comme un des grands groupes. Ouais. Mais c'est vraiment un groupe énorme. Classé dans le rock aussi, parce qu'on est toujours sur l'étiquette rock, oui. Pour moi, de toute façon, c'est la même cam. Hein. Ah bah évidemment. À partir du moment où les groupes font des choses qui dépassent un peu les frontières et qui sont achetés par des gens qui sont pas forcément des auditeurs de rap, ça devient... Tout à fait. Ouais, non, c'est chouette. Donc du coup, ce bon choix, et c'est bien parce qu'on dans ces années-là, on va commencer à pas mal traiter de rap. Moi, sur ces années de 89 à nos jours, il y aura pas mal de choses rap, je pense, dans nos choix. Et c'est un beau choix que tu nous délivres là, même si moi, il était pas loin, hein, les Beastie Boys, ils étaient dans mes 20, mais ils n'ont pas fait l'affaire, si je suis honnête avec moi-même. Je les ai pas beaucoup écoutés à l'époque et plutôt redécouverts plus tard dans ma vie. Moi aussi, mais ça ne pose pas de problème. Hein. Eh ben, merci beaucoup pour ce choix. C'est à moi et c'est difficile de choisir mon disque. Mon ordre n'est pas évident. Hein. Eh ben, écoutez, moi, je vais parler d'un vieux monsieur qui, en 89, va avoir un revival absolument impressionnant. De Johnny, je vais parler de Johnny Hooker avec un album qui s'appelle The Healer, et j'ai choisi la chanson The Healer, qui est, je crois, coécrit avec Santana, et qui est un album qu'est-ce qu'il a tourné, ce disque. Voilà, vous l'entendez dans le fond. Qu'est-ce qu'il a tourné ce disque chez moi quand j'étais môme, et voilà, il y a une atmosphère de road trip absolument géniale qui m'a toujours fasciné. Et c'est dans une veine complètement différente de ce qu'on pouvait attendre d'un vieux bluesman qui, contrairement à plein d'autres, lui, a réussi à survivre un peu à tout ça. Hein. Johnny Hooker a fait des BO de films, notamment même pour un Français qui s'appelle Roger Andrieux. C'est un mec qui a toujours bossé, qui a toujours réussi à tirer son épingle du jeu et qui a eu le gros revival à cette époque-là, fin des années 80. Et du coup, qui a réussi à finir sa carrière en tournant pas mal et en ayant un succès d'estime. Alors peut-être que ça va vous apparaître un peu... que ça n'a pas vieilli. Les flûtes de Pan derrière sont pas... Si, un peu. Sont pas très bien vieillis, c'est ça que je veux dire. Mais... Voilà. Mais voilà, c'est est-ce que le son de Santana a bien vieilli aussi? Le son de Santana n'a pas bougé hein, depuis Soul Sacrifice à Woodstock. Mais est-ce que ça a bien vieilli? Ouais, enfin je sais pas, je pense qu'il y a plein de gens qui
Du sous Mick Taylor, quoi. Non, Peut-être. mais c'est un super morceau d'ambiance, très road trip. Et ouais, j'assume pleinement. Ce qui est bien, c'est qu'en 89, il y a quand même un retour à une prod quand même un peu plus authentique, entre guillemets, même si ça n'a pas forcément bien vieilli, qui me plaît. Et on commence à se diriger vraiment vers ce qui va s'annoncer dans les années 80. C'est un retour au pur rock, au pur blues. Et The Healer fait partie de mes choix. Et voilà, et c'est bien qu'un artiste de blues ait réussi à faire en fait quelque chose de mainstream. C'est vrai, non, mais tout à fait. Et pour ça, je me souviens que je sais plus si c'est 89, mais tu vois, un truc comme Ronnie Jordan qui reprenait So What, qui était numéro 1 au top 50. C'était, ouais, l'année d'après, ouais. C'était pareil, voilà, c'est ce genre de truc qui m'a vachement marqué, qui m'a ouvert des portes vers toute cette musique vintage que j'ai redécouvert par la suite. D'accord. Voilà pour mon numéro 10. Mon numéro 9, alors? Bah, dans ce cas-là, c'est ça. Eh ben, mon numéro 9, je propose, et je suis très heureux de, Bah, de j'espère bien. proposer, XTC, Ouais. avec King for a Day. Un vieux groupe, du coup, déjà. Parce qu'il y a plus de enfin, 10 ans, quoi. Non, mais c'est ça que je veux dire. XTC avec, tu m'as dit King for a Day. Et d'ailleurs, ça nous donnera l'occasion de les revoir pour la première fois sur les plateaux de télé. C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on les a pas parlé, parce Bah, qu'ils ne tournent plus, XTC. Ils ne c'est tournent ça, plus hein. depuis 82. Ouais. Ah ouais, d'accord. Et en 89, pour les besoins de vendre donc cet excellent album qui s'appelle Oranges and Lemons, Ça a bien vieilli ou pas ils arrivent à convaincre Andy Partridge de faire une mini-tournée promo aux États-Unis. Donc en fait, contrairement à ce que j'ai toujours compris, ils arrêtent pas définitivement la scène. Il y a ce truc-là alors. Ils ne font que des télés et des Ouais, radios. Mais live. Et ils font surtout beaucoup de concerts acoustiques. D'accord. Et en fait, c'est eux qui inventent le Unplugged. Parce D'accord. que les indés américains, en voyant ça, se disent « Ah, c'est une bonne idée de voir nos groupes préférés jouer leurs chansons en Unplugged ». Et c'est quelque part XTC qui a inventé le concept de D'accord. MTV Unplugged. C'est intéressant, mais c'est marrant parce que ce qu'on entend n'a rien à voir avec l'image que j'ai d'XTC, en tout cas au niveau sonore. Ah bah évidemment, mais parce que tu as une image très early 80, Ah ouais, sans forcément. savoir que XTC, après ça, devient une espèce de laboratoire de pop psychédélique complètement incroyable qui va ne faire que sortir des disques de plus en plus fous jusqu'à leur séparation en 2000. Et là en plus... Ah ouais, ça veut dire que ça fait il y a 10 ans encore de carrière. Quoi. Voilà, et là j'ai choisi une chanson en plus de Colin Moulding, qui est donc dans le duo de XTC, celui qui est le leader c'est Alan Partridge, Ouais. mais il y a Colin Moulding qui a toujours 3 ou 4 chansons par album, Ah, quand mais même, à chaque ouais. fois, au moins une ou deux de ces chansons sont le gros single de D'accord. l'album. Putain, de foutre des boules à l'autre. C'est un peu le Paul McCartney, en tout cas, si on se met Ouais, dans du début des le contexte Beatles, début Beatles, Ouais. c'est un petit peu, et ça a toujours été ça chez XTC, et je comprends toujours pas pourquoi Colin Moulding, avec le talent qu'il a, n'a pas, mais après tout c'est cool parce que XTC a continué à faire des albums géniaux, et Colin Moulding n'a pas fait de carrière solo, vu qu'en plus il ne pouvait pas jouer ses chansons en live parce que Partridge ne voulait pas. Ouais. Et c'est sûr qu'il l'a dit lui-même, il a été très très frustré de ne pas pouvoir faire ses chansons en live, mais en même temps... Et pourquoi il n'y a jamais eu de live? Pourquoi ils arrêtent le live? Il y a une raison ou... Parce que la raison principale, c'est en 82, ce qui est très connu, c'est que en fait Partridge était bipolaire, même si on n'appelait pas ça à l'époque. Ouais. Il avait des médicaments et qu'un jour sa copine de l'époque lui dit ouais bon bah écoute c'est nul tes médocs, je te jette tout. Et en fait Ah oui. il a fait une crise de panique. Ah, tu m'étonnes. Et donc ils ont annulé la tournée, etc. Et en fait après cette crise, etc., Partridge a dit ce qui se défend aussi que en fait lui il se sentait comme étant un songwriter, Ouais. et que lui il trouvait ça débile de continuer à devoir jouer s'exhiber, quoi. et surtout de jouer toutes ces vieilles chansons alors que lui il pense plus à la chanson qu'il va écrire Ouais, plutôt ouais. qu'aux chansons qu'il a Bon, écrites ce qui est avant. plutôt pas- Et donc lui tourner ça le saoule. Et donc c'est pour ça qu'il C'est a... peut-être une époque aussi où la vente des disques permettait aussi d'en vivre et du Alors coup... on pouvait penser comme ça, même Enfin, si on peut penser comme ça aujourd'hui, quoi. même si XTC n'avait pas Des ventes, ouais. les ventes de disques énormissimes. En fait, ce qui est assez drôle, c'est que juste avant cet album-là, ils ont fait un album, ils ont fait un groupe, The Duke of Stratosphere, qui était un groupe en fait hommage au rock psychédélique anglais des années 60, Ouais. et dont les albums se sont plus vendus que les albums de XTC.
D'accord. Bon. Et en fait, cet album-là, Orange and Lemons en 89, est un album c'est leur album qui a le mieux marché aux États-Unis. Ah, c'est marrant. Grâce à la tournée notamment qu'ils ont fait La mini-tournée, quoi. sur toutes les tournées sur toutes les télés américaines. Ah bah, c'était marrant de parler d'XTC. J'avais vu qu'ils avaient sorti un album, mais le connaissant pas du tout, bien sûr, je n'ai pas voulu m'en mêler. Du coup, je vais passer sur un morceau qui, honnêtement, j'ai surtout écouté sur l'Unplugged, qui est, justement, on en parlait, qui est sorti 2-3 ans après, mais qui était sur un album qui est vraiment pas mauvais et que j'aime beaucoup, qui s'appelle Journeyman, et c'est le retour d'Eric Clapton. Son premier album qui n'est pas produit par Phil Collins depuis des lustres, hein, je crois que tous ceux des années 80 l'étaient, et c'est un morceau qui s'appelle All Love. Voilà, ok, forcément les sons de batterie n'ont pas super bien vieilli, mais d'ailleurs dans le XTC c'était pareil, le son, tout ça est daté, hein, c'est 89, ça a pris quand même quelques rythmes, mais chanson coécrite avec Robert Cray, qui était un peu le renouveau du blues. Moi, j'ai jamais été un grand fanatique de Robert Cray, mais il était impliqué dans tous les projets des 80s blues. On le voit notamment dans Air Rock'n'Roll. Et surtout dans quoi? Ah oui, dans Miami. Ah oui, non, mais ça c'est même après. Mais c'est vrai que ça a été le visage poupin du blues, du blues pas forcément celui que moi j'aime personnellement, hein. Mais en tout cas, il a eu le mérite de coécrire ce super morceau et qui est sur ce disque où j'ai hésité. Je voulais mettre un morceau dessus. Il y a Pretending dessus, il y a Bad Love, il y a une chanson qui s'appelle Running on Faith. J'aime beaucoup ce disque et je m'en cache pas. Et bon, bah voilà, c'est du Clapton pur jus, et je pense que c'est peut-être sa période solo la plus intéressante de 89 à 93-14. Entre Journeyman, l'Unplugged, c'est vraiment là où lui aussi il se relance complètement. Et où le blues a un peu un second souffle, et cette chanson m'a toujours plu, les basculements d'accords et puis les solos qu'on va passer écouter en entier, mais qui sont merveilleux et qui m'ont tant donné d'inspiration étant adolescent, quand je pratiquais moi-même la Stratocaster. Donc, Tu pratiquais autre chose quand tu étais adolescent? Ah bah, je pratiquais pas mal de trucs, mais la Strato, c'était toujours et c'est toujours, elle est là, elle est devant nous. Mon compagnon, et voilà. Et Old Love. Cette espèce d'histoire d'amour qui n'en finit pas et que tu n'arrives pas à digérer. Ah putain, rien. Eh oui, tu te moques, mais c'est super morceau et je suis bien content d'en avoir parlé. Redécouvrez ça. Peut-être vous pouvez préférer la version de l'Unplugged, mais comme on n'a pas le droit dans notre petit jeu de citer des albums live et tout. Vrai. Voilà, donc faites ce que vous voulez. C'est vrai que la version studio est un peu moins bonne, mais elle a été sublimée. Je pense que d'ailleurs, il continue de jouer ce morceau tous les soirs. Hein. Mais son Old Love, est-ce que c'est ça surtout qui me taraude, moi, c'est est-ce que son Old Love, est-ce qu'il y pense toujours c'est le principe d'un Old Love, c'est un truc qui t'abandonne jamais. Putain, j'aimerais pas avoir un Old Love, moi. Non, il faut mieux pas, c'est source de beaucoup d'anxiété. T'as des Old Love, toi? Ah, c'est une autre histoire, parlons pas de nous, et puis passons plutôt à ton numéro 8, non 9, 8, ouais, c'est 8, ça 8, puisque tu l'as ouvert. Donc dis-nous tout. Eh bien, mon numéro 8, c'est Alain Bashung avec Pyromane. Pyromane, tout simplement. Un homme qui aime jouer avec le feu et qui en est presque malade. Voilà. Pyromane, donc d'Alain Bashung. C'est sur quel album ça? C'est sur Novice, bien sûr. Bien sûr. Cet album charnière en 1989. Où là, c'est la seule occasion qu'il a de faire cohabiter des chansons écrites à la fois par son premier parolier historique Boris Bergman et son second parolier historique Jean Fauque. D'ailleurs, on en reparle très vite sur Radio Perfecto. Au moins dans les 6 premiers mois, on aura une émission spéciale sur cette période de Bashung, je vous le promets. Pardon, vas-y. Fauque. Et j'aime beaucoup cet album. Et en particulier cette chanson, j'espère. Oui, mais c'est un album très intéressant parce que c'est un de mes albums préférés de Bashung. Mais paradoxalement, j'aurais envie de dire que... tu peux le dire. Il y a beaucoup de mes chansons préférées de Bashung. Je trouve la prog super intéressante, mais je trouve l'album difficile à écouter. Et je trouve les chansons meilleures dans leur version live. Ouais, bah tu vois, c'est ce que je disais pour Old Love en fait. Non, mais c'est extrêmement intéressant parce que je trouve vraiment l'album... par exemple, tu vois, Fantaisie militaire, je trouve ça mieux produit. Ouais, évidemment, l'imprudence aussi, etc. Mais je trouve qu'en termes de force de chanson, Novice
Genre, tu t'imagines Pyromane avec la prod des années 90? Je sais pas, non, mais j'aime bien la prod qu'il y a, surtout de Pyromane, ça va. Mais c'est vrai que des chansons comme Légère Éclaircie ou comme Étrangeté ou Bombé, etc. Non, mais tout ce qu'on écoute depuis le début, c'est vrai que ça a quand même une prod qui peut-être qui a peut-être besoin de maturation encore. Hein. Je sais pas, je dis ça, mais. Mais après cette chanson-là en particulier, elle m'est vraiment chère parce que. Ça parle de quoi? Parce que là, justement, c'est ça qui est génial, c'est que j'ai mis. La Pyromane, mais. J'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre le sens de la chanson. Ouais. Et en fait, je l'ai notamment compris en trouvant le 45 tours de la chanson. Et le 45 tours de la chanson, c'est en fait une photo d'Alain Bachung en première communion. Et en noir et blanc, là, une super photo. En noir et blanc et en première communion. Ouais, c'est génial. Et en fait, c'est ça qui m'a fait réfléchir aux paroles et qui m'a fait comprendre. Et ensuite, j'ai lu des articles qui m'ont fait comprendre. Qui t'ont confirmé. En fait, Pyromane, c'est tiré des discussions que Bachung avait avec Boris Bergman, le parolier de la chanson, où Bachung lui disait que quand il était petit en Alsace, il se faisait tellement chier que son seul passe-temps, c'était de foutre le feu. Il avait fini par foutre le feu dans des granges d'agriculteurs, etc. Ah ouais, carrément, il allait plus loin que tout ce qu'on faisait quand on commençait à fumer nos premières clopes. Mais il s'ennuyait tellement, etc. Ouais, et en fait, il lui racontait ça par rapport à l'espèce de société très très conservatrice qu'il y avait à l'époque en Alsace, etc. Et en fait, c'est ça dont les paroles parlent. Un pyromane au cœur brisé s'évade avec la femme au foyer. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment en fait une chanson de, comme disent les Anglais, une coming to age song. C'est une chanson d'un gamin, d'un ado qui comprend que il veut s'extraire de la condition dans laquelle il est condamné à vivre s'il reste là où il est quand il grandit. Ouais. Et c'est de ça que cette chanson parle, et c'est en ça que être pyromane, tu vois, et c'est ça qui est génial, parce que pyromane, quand tu lis ça dans l'appellation française, c'est un truc un petit peu peur, qui fait penser au terrorisme ou des choses, ou des gens un peu dérangés, tu vois. Ouais, complètement, c'est une maladie. Hein, et là, je trouve ça vraiment génial que Bachung associe ça au malaise adolescent et au fait juste de trouver sa voie quand tu es un adolescent et que tu ne grandis pas à l'endroit qui est fait pour toi, pour que tu fasses vraiment valoir ce que tu as dans le ventre, quoi. Et c'est exactement ce dont parle la chanson, et je suis très attaché à cette chanson-là. Mais c'était bien sympathique. Si ma mémoire est... Donc c'est mon numéro 8 maintenant. Je vais parler des Rolling Stones qui sont pas bien classés, vous allez vous dire, et je vais parler du morceau Continental Drift sur Steel Wheels. Bah oui, ça te fait marrer, mais écoute, je voulais mettre forcément un morceau de Steel Wheels qui est vraiment loin. Forcément. Oui, forcément, bien sûr, parce que c'est le forcément. C'est un retour hyper important en 89. Je veux dire, dans le paysage, en tout cas musical. Ah oui. Les Stones sont considérés comme morts et arrivent à se redresser avec un album finalement qui est assez bien accepté par les fans. Ah, moi j'adore. Ouais, tu vois. Alors que moi je ne le réécoute pas tous les jours, mais il y a quand même ce morceau qui me fascinait assez quand j'étais gamin. Avec je sais pas le solo de chaîne de vélo de Keith Richards. Ouais, bien sûr. Ouais, tu m'as fait rêver là, qui rappelle un peu le début de Rocksoft. Je suis là pour ça. Là, Et ce qui est drôle, c'est que je sais pas si c'est toi qui dis ça, mais que les Stones sont assez bons quand ils font absolument pas ce qu'on attend d'eux. Et je trouve que sur ce morceau, c'est assez réussi. Alors bien sûr, il y a toute cette histoire des Stones qui retournent à Tanger sur les traces de Brian Jones et tout, que je trouve un peu bidon, moi, sous fond d'époque world music et tout. Je trouve ça un peu récupéré et tout. C'est pas la force de la chanson, mais voilà, c'est assez rare de voir les Stones dans cette épreuve. Je trouve ça vachement mieux réussi, par exemple, qu'un Can You Hear de musique sur God Set Soup, qui est un peu falche, qui est un peu fake. Et là, je pense qu'ils sont investis dans la production de la chanson. Il y a un super documentaire qui s'appelle Les Stones au Maroc, qui retrace l'enregistrement de cette chanson. Et voilà, je trouve bien que c'est très mal vieilli, je vous l'accorde. Bah écoutez, dans le contexte de l'époque où on était comme dans une France qui communiait de façon assez vachement plus libre. Moi j'allais à l'école avec des rebeux, des renois, et en fait il n'y avait pas tout ce communautarisme qu'on peut retrouver malheureusement aujourd'hui. Et voilà, ça célèbre. Moi ça me rappelle cette époque-là où c'était
C'était cool. Et la chanson est assez bonne, hein, même si ça vous fait sourire plus d'un, mais j'assume pleinement. Puis ça servait, tout le passage instrumental de la fin servait aussi d'ouverture au concert de la tournée 89-90. Et donc j'assume pleinement. Mon numéro 8, tu vois, il est pas si bien classé que ça. Parce qu'il n'y a pas grand chose à sauver sur 10. Il y avait Hold On To Your Hat et Break the Spell qui était vraiment pas loin. Et vraiment, je me suis dit, oui, l'honnêteté, c'était de choisir Continental Drift des Rolling Stones pour mon numéro 8. Benjamin. Oui, mon numéro 7. Oui. Bien, mon numéro 7, ce sera Tears for Fears avec Sowing the Seeds of Love. Ouais, voilà, premier match évidemment. Frédéric Match, je l'ai pas fait parce qu'on est tous deux en indépendant et c'est pas mal aussi de temps en temps. The Seeds of Love, évidemment. Ouais, alors là, je te laisse parler, mais bon. Ouais, c'est la vie, quoi. Ouais. C'est ton numéro combien, toi? Ah, bah écoute, c'était dans les 5 premiers, hein, sans problème. Hein. Au moins le 5e, on va dire. J'avais pas encore défini, mais bon. Très longue chanson. Oui, mais magnifique. Bah non, bah... Alors, combien de morceaux des Beatles entendez-vous dans The Seeds of Love? Là, pour le coup, tu parles de souvenirs d'époque. Bah, et moi, c'est vrai que s'il y a une première chanson, on va dire, sortie sur le moment qui a attiré mes oreilles et qui m'a fait me dire ah ouais, c'est en fait ça que j'aime, c'est vraiment celle-là. Quand c'est sorti en 89, j'ai tout de suite senti que il y avait une vraie différence avec le reste de ce que l'actualité musicale pouvait proposer. Et à la fois au niveau du clip, au niveau de... Là, j'ai tout de suite su que ma famille était là-dedans, quoi. Ta famille, c'est-à-dire... Oui, ta famille, d'accord, musicale, oui. Oui, et surtout que vraiment, c'était une chanson un petit peu à contre-temps par rapport à tout ce qui se faisait, quand même. C'était l'époque des vrais débuts de la house music qui commençaient vraiment à monter, où tu avais vraiment beaucoup de sous-groupes qui essayaient de joindre le train de ce qui se passait dans les clubs et tout ça, et où ils essayaient de faire monter la house music en mainstream et tout ça. Et ce qui est marrant, c'est que Tears for Fears, justement, quand ils sortent ça, ils changent un peu de concept, hein, parce que moi j'avais connu le groupe avec l'album d'avant où il y a Shout et tout ça, et là ils reviennent vraiment à un pop rock plus classique qui emprunte vachement bien sûr aux Beatles, et eux ils sont à contre-courant par rapport à... Enfin je veux dire, c'est un virage pas en arrière, mais ils changent de style par rapport à l'album d'avant. Enfin après je suis pas... Bon, tout le monde va croire que je suis un grand spécialiste de Tears for Fears, c'est pas le cas, mais c'est marrant, je veux dire, la différence qu'il y a entre l'album où il y a The Seeds of Love et l'album d'avant est considérable, quoi. Alors je pense que c'est un truc très très 80s, ça, qui est dû au fait que... Je trouve que justement ils sont déjà dans les 90s, mais vas-y. Non mais, laisse-moi finir mon truc, parce que je pense que la démarche de Tears for Fears est sans doute à rapprocher à celle de Talk Talk, intervenue 3-4 ans avant. C'est-à-dire en fait de groupes qui sont vraiment arrivés dans les girons des maisons de disques au début des années 80, au moment où les synthés sont là. Et ce qu'il faut se dire, c'est que voilà, tout le monde aujourd'hui crache sur les années 80 parce que c'est les synthés, etc. Dans les années 80, si les gens pensaient autant synthé, c'était pour une raison économique, extrêmement belle et économique. C'est parce que les synthés permettaient de limiter les frais. Et donc tous les jeunes groupes, on leur filait des synthés en leur disant bah écoutez mes garçons, ça coûte moins cher avec des synthés, donc vous prenez des synthés. Le truc c'est que Talk Talk a fait comme ça, ils ont vendu plein de disques, donc du coup vu qu'ils vendaient plein de disques, ils avaient de l'argent pour faire leur disque suivant, et ils ont dit eh ben ouais, mais pour le disque suivant nous on a envie de faire de la vraie musique et de jouer sur des vrais instruments, donc on va virer les synthés, on va foutre des vrais orgues, des vraies guitares, des machins. Et Tears for Fears, c'est exactement ce qui s'est passé. Ils ont eu plein de trucs, ils ont mis 3 ans pour écrire ce disque, etc. Et effectivement, comme tu le dis, c'est l'orgie. Ils ont mis tout le budget du truc. Les trompettes, les machins. Ça a dû coûter une fortune, ce truc. C'est clair. Mais c'est magnifique, quoi. C'est complètement magnifique. Et c'est aussi le chant du cygne, hein, parce qu'après, ils disparaissent. Hein, c'est leur dernier grand tube. Et voilà, quoi. Enfin, c'est somptueux, quoi. Moi, tu vois, d'ailleurs, c'est le premier match et c'est super. C'était donc ton numéro 7, c'est ça? Ouais. Donc moi, c'était en 5, on va dire. Donc du coup, putain, il commence à y avoir que des bons trucs. Alors, ça c'est fait. Donc mon numéro 7... je vais, du coup, j'ai parlé des Stones, je vais parler de Paul, ça sera fait, sur cet album Flowers in the Dirt, qui finalement, à la réflexion,
est assez intéressant, moi je trouve. Ah, Il y a très bon disque. plein de bons morceaux Très et bon qui disque. étaient bien représentés d'ailleurs sur la tournée 89-90. Sur les Get Back. La tournée Get Back, voilà. Et j'ai choisi, j'ai choisi Pull It There, qui est, parce que c'est, souvent You Trace the Town, non? Ouais, je sais That's pas. what the father says to the young son. Alors vous allez dire, oui, c'est encore une balade de Paul, etc. Ouais, mais quand il fait ça comme ça, voilà. Et puis du coup, on peut pas trop se gosser de la prod. En plus, c'est George Martin qui produit ça. C'est George Martin qui produit, mais pas tout le disque, qui Non, produit qui ce produit morceau-là. ce morceau-là, ouais. Bon, à mon avis, il a mis 2 micros, mais. Oui, mais non, mais c'est une chouette chanson et je crois qu'il a joué d'ailleurs sur la tournée. bien sûr, avec en coda la coda de Hello Goodbye. Ah oui, c'est Hey, ça, elle est là. là, elle est là, ouais. Voilà, une petite chanson courte, comme il en a une très belle qui s'appelle, je sais plus comment, sur New, que j'aime bien aussi, Early Days. Il me semble. Mais c'est pas très court, mais bon, oui. Non, mais c'est une petite Non, mais balade je vois comme ce que ça, tu qu'il y veux en a dire, une oui. par album, et voilà, bon, celle-là, elle continue à... Tant que McCartney arrive à faire des petites balades comme ça nouvelles et qui sont jolies, moi ça me va. Après, Early Days, c'est même une grande chanson, je trouve. Ouais, j'osais pas le dire, Ah bah non, mais mais si. je te suis complètement là-dessus. Et je trouve que Pull It There a vraiment sa place dans les bonnes balades, plus de McCartney. Ça me rappelle Et des d'ailleurs, bons souvenirs. je vois qu'il y a un clip, donc du coup, ça a quand même été un single. Tout à fait, Voilà. tout à Donc, fait. c'était assez audacieux de sortir une balade comme ça, dans le style caractéristique de McCartney, avec du finger picking, la Blackbird, etc. Donc voilà, et j'aurais pu... Mais bon, c'est l'année où il repart en tournée pour la première fois depuis 10 Bien ans. sûr, hein, et donc puis c'est aussi pour ça qu'il il y y a a autant un de truc qu'on singles n'a qui pas sortent. encore dit, mais qui plane cette année 89, c'est l'année où tout ressort, et C'est vrai. c'est pour ça que les mecs repartent en tournée, parce C'est que vrai. les gens redécouvrent le catalogue. C'est Donc on a déjà parlé dans d'autres émissions, mais c'est aussi son importance. Donc voilà pour mon numéro 7, si je suis bien Tout à fait. le mouvement. Ton numéro 6, Benjamin? Et mon numéro 6, ce sera The Cure avec Lullaby. Ah, et sur Disintegration. Absolument, Et bien sûr, dont Disintegration. bien sûr qu'on en reparlera. The Cure avec, tu m'as dit, Lullaby. Lullaby, bien sûr. Que Bon, bah, d'ailleurs, voilà. c'est... Enfin bon. C'est vrai que... Didier Bourdon sort de son voilà, corps. évidemment. Mais, Putain, mais franchement, ça aurait pu être ça aussi pour moi. j'adore Moi j'adore beaucoup de chansons de ce disque. De toute façon, je suis... Dès que ça commence, là, tu... Je suis un énorme fan des Cure, mais là, c'est quand même C'est la masterpiece. au niveau d'excellence pop, c'est difficile de faire une chanson plus parfaite. Mais l'album, en général. Hein. Oui, mais enfin, non, l'album Oh, Disintegration est Moi, c'est mon... à un côté... C'est péremptoire, mais c'est un de ceux que je réécoute le plus volontiers. Oui, non, mais c'est un album super, mais je veux dire, en termes de pop, c'est pas pour ça que c'est un album pop, c'est l'album où il y a cette chanson-là. Entre Il y a cette autres. chanson-là, il y a Love Song, mais le reste, il y a des choses un peu plus... c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des choses qui s'étendent un petit peu plus C'est ça ailleurs. qui est bien. Mais cette chanson-là est quand même vraiment intouchable en termes d'impact pop. Ouais, puis dès que ça commence, et puis il y a C'est sublime, le clip est génial, le clip de Tim Pope. Ouais. Comme d'habitude, non, c'est Puis la voix de Robert, Smith, hein, voilà. un petit bonhomme. Et, Il a posé ça tout de suite dès qu'il rentre. et puis en live, c'est toujours aussi bien. Je les ai encore vus à Rock en scène il n'y a pas longtemps. Ouais. C'est toujours aussi bien en live, ça. Bon, on est bien d'accord sur The Cure. C'est pas un match, mais c'était pas loin. On en reparlera très vite. C'était donc ton numéro 6. Mon numéro 6, du coup, va être un morceau absolument génial de Lenny Kravitz, qui sort son premier album qui s'appelle Let Love Rule, si je me trompe pas. Je suis pas un grand fan de Lenny Kravitz, mais je suis un fan absolu de ce morceau qui s'appelle Mr. Cab Driver, et qui s'apparente quasiment à une démo hyper dépouillée. On est quasiment dans du Violent Femmes, j'ai pas peur de le dire, hein. Et une chanson hyper maîtrisée, super bien écrite, au solo parfaitement exécuté. Je suis absolument Prends-toi. emballé par ce morceau, et je trouve ça dommage qu'il n'ait pas persévéré dans cette voix minimaliste blues ou rock très minimaliste. J'adore ça. J'aurais aimé écrire cette chanson, et pourtant Lenny Kravitz a fait beaucoup de choses de travers après. Mais j'ai beaucoup de respect pour cet artiste qui était souvent moqué
parce que on l'a taxé de copieur, comme on a taxé Oasis de copieur après. Et il est temps maintenant de se dire les choses et de dire que ce mec-là, à cette époque-là, il faisait du bien et il permettait à des jeunes gens dont je faisais partie de redécouvrir de se replonger sur des vieux amplis, sur les oranges, sur des vieilles guitares et d'aimer le son vintage. Et ce morceau est juste parfait, quoi. Ouais, presque Velvet Underground, croisé avec du Stones. Enfin, voilà, plein de choses qui passent. Et cette espèce de pont très très minimaliste, lofi que j'adore. C'est vrai que le manque de coolitude de Lenny Kravitz, c'est quand même un petit peu une énigme quelque part. Parce que, ah oui, non, moi je joue pas du tout. Pourtant c'est l'inverse, il a fait sa carrière sur la coolitude. Hein. Non mais on peut en dire beaucoup de mal de Lenny Kravitz, mais c'est quand même pas le personnage le plus indigne de l'univers. Non, bah non, non, mais... Et puis ce morceau est très très bon. Vous l'écouterez en entier si vous voulez, parce que tout est millimétré, tout est parfait. Ça s'apparente à une démo mais réussie où tu pourrais pas faire mieux si tu le produisais. Il a eu la très bonne idée de la garder comme ça et j'adore ce titre. Et donc c'est pour ça que c'est mon numéro 6 de l'année 1989. Après il y aura évidemment un single, hein, mais il y aura évidemment You Gonna Go My Way qui va le consacrer 1 ou 2 ans plus tard. Ton numéro... C'est le top 5. Oulala. Top 5. Alors, ton 5. Donc moi, mon 5, on le sait déjà, donc tu vas pouvoir enchaîner ton 5 et ton 4. Parce que moi, c'était The Seeds of Love. Enfin. Eh bien, mon top 5, c'est un jeune premier qui s'appelle Monsieur Bob Dylan. Ouh, t'as réussi à placer au merci, quoi. Bah évidemment, bah alors là... je le connais très mal, cet album. Plutôt 2 fois qu'une, parce que... J'ai vu qu'il y avait au merci qui sortait, mais je ne le connais pas. C'est vraiment un de mes Dylan préférés. J'allais pas aller inventer des albums que je connais pas. Et c'est la renaissance de Bob Dylan. Ouais, je savais pas que c'était... Donc c'est après son live avec le Grateful Dead, c'est ça? Ouais, bah justement, oui. C'est le début du Neverending Tour. C'est le début du Neverending Tour, et surtout, c'est le moment où Dylan se décide enfin à vouloir faire un bon album, et pour ça... non, mais c'est vrai, non mais... ouais, enfin, moi, Infidels, remarque, c'est déjà 7 ans avant, tu vois. Bah, absolument. 6 ans. Donc, Political World. Ouais, ok. Et écoute, c'est à redécouvrir pour moi, j'ai hâte. Alors, et de toute façon, il parle de ça extrêmement bien dans les chroniques Number One, en expliquant qu'il a décidé de prendre Daniel Lanois comme producteur. Alors, c'est à live, ouais. Ça. Et donc, il part à la Nouvelle-Orléans pour enregistrer ce disque et complètement hanté par l'ambiance de la Nouvelle-Orléans. Il fait ce disque extrêmement bizarre, extrêmement à l'ambiance très très moite, et il retrouve vraiment une urgence dans son écriture qui se manifeste encore plus dans cette magnifique chanson Political World qui a une espèce de... C'est du hard blues, c'est une espèce de hard blues sur... Pourquoi hard? Il suffit d'écouter. Ouais. Une espèce de conviction qu'il a... Ah, pas dans le sens guitare hard rock. Hein. Non, non, évidemment. Parce que le blues, c'est pas une question d'intensité, c'est une question de... Bien sûr. Le clip est en plus très très beau, c'est vrai que j'avais oublié ce clip, mais je le connaissais. Et donc c'est un single du coup. Ouais. C'est une chanson absolument génialissime, très simple. Là pour le coup, ça a pas pris une ride. Non. C'est marrant. Enfin, grâce à Lanois. Le boulot de Daniel Lanois sur ce disque est incroyable. D'accord. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ils vont rempiler. Absolument que je trouve ce truc en vinyle. Ils vont rempiler 8 ans plus tard avec Time Out of Mind avec le même succès. Bah ouais. Mais Oh Mercy est vraiment un des tout meilleurs Dylan, toute période confondue. Putain, mais vraiment. Mais voilà, c'est dit ça. Vraiment. Ouais, ça a l'air bien. Il y a d'autres morceaux bien sur l'album. L'album est bien parfait. Il y a Most of the Time. Il y a Ring Them Bells. Non, mais tout est génial sur ce disque. Vraiment, c'est un chef-d'œuvre de Bob Dylan, Oh Mercy. Vraiment. Eh ben écoute. Au sens propre. Hein. Bravo, beau numéro 5. Pour moi, c'est peut-être pas du niveau de Blood on the Tracks. Mais j'allais dire ça. C'est son Blood on the Tracks des 80s, on va dire. Carrément. Eh ben, très bien, je te laisse. Donc, mon numéro 5, vous l'aviez compris, c'était The Seeds of Love, dont on a déjà parlé longuement. Donc, je te laisse enchaîner avec ton numéro 4. Mon numéro 4. Ça se précise, ça brûle. Mon numéro 4, c'est New Order avec Vanishing Point, tiré de mon album préféré de New Order qui s'appelle Technique. Et pourtant, ce n'est que 4e.
Oui, c'est dire à quel point j'aime les trois autres. Et que tu aimes l'année 89. Et que j'aime l'année 89. Et en fait, c'était très difficile de choisir entre les deux derniers titres de Technique qui sont vraiment deux titres majestueux, donc Vanishing Point et Dream Attack. En fait, il faut un petit peu parler du contexte de Vanishing Point parce que comme tout le monde, New Order, c'est un peu les importateurs de la house music et de la culture club et électro en Europe, vu que c'est eux qui ont financé la fameuse boîte, la Hacienda à Manchester. Et donc en 89, ça fait déjà quand même à peu près 5 ans qu'ils passent leur nuit dans les clubs. Et effectivement, et en fait, Technique, c'est exactement ça. C'est le nom de l'album. Hein. Technique, c'est l'album qui sort en 89, qu'il décide d'aller enregistrer. Alors voilà. Il décide d'aller enregistrer ça à Ibiza, quoi. C'est quand même la pire idée de l'histoire. C'est clair ce que j'allais te dire. Et évidemment, l'enregistrement initial est un espèce de fiasco et il décide d'aller un petit peu finir le truc dans les studios de Peter Gabriel à côté de Bath. Ouais. Et pour rattraper la merde qu'ils ont foutue. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Et donc ils font cet album qui est une espèce d'album de nostalgie par rapport à la club culture. Et en fait, toute la fin de l'album, notamment Vanishing Point et Dream Attack, sont des espèces de chansons où voilà, il est 7h du matin, tu viens de passer ta nuit dans une boîte à te droguer, à danser, etc. Et tu trouves plus vraiment le sens de ta vie, t'as fait ça trop longtemps et tout ça, et voilà. Ces chansons-là sont exactement là pour ça, sont là pour te dire, il est temps que tu fasses quelque chose de différent. Des chansons de soupe à l'oignon, quoi. C'est exactement ça. Et ce qui est génial, c'est que jusqu'à la voix de Bernard Sumner sonne vraiment comme la voix d'un mec qui a pris trop d'ecstasy la nuit d'avant, quoi. Et la mélodie est superbe. Je suis très content d'ailleurs. C'était il y a 2 ans, au dernier Manchester International Festival, quand ils ont fait leur concert qui a donné lieu à un enregistrement live sorti cette année. Ils ont repris pour la toute première fois cette chanson depuis la tournée 89. Celle-là, comme Dream Attack d'ailleurs, parce qu'ils rejouaient les chansons un petit peu moins connues de leur back catalogue avec un espèce d'orchestre de synthétiseurs. Ouh là là, mon Dieu. Et donc, vu que c'était un truc génial, avec des jeunes musiciens de Manchester, et ils ont fait ce truc-là, et c'était formidable de remettre celle-là au goût du jour, surtout que après Technique, ils sont revenus à un son un petit peu plus guitare-batterie, et là c'était bien de renouer avec leurs années un peu plus de musique clubbing par cette initiative du Manchester International Festival. Et voilà. Technique est vraiment un album cultissime. Je suis triste de ne pas pouvoir mettre à la fois Vanishing Point et Dream Attack. Attends, c'est le jeu. Hein. Mais Dream Attack, même si elle n'est pas là, Dream Attack est une des meilleures intros de chansons de l'histoire de la musique. Eh ben, formidable pour ce numéro 4 qui déboule sur le mien, qui sont des petits nouveaux. Il s'agit d'un groupe qui s'appelle Nirvana, qui sort leur premier album qui s'appelle Bleach, et il s'agit de la chanson About a Girl, que voilà, tout le monde connaît évidemment. Une outtake de With the Beatles. C'est exactement là où je veux en venir. C'est que pour la première fois, en tout cas moi, Bleach, c'est pas un album que je trouve génial et tout, mais par contre là, on a déjà la preuve et la certitude que ce mec-là, c'est un songwriter hors du commun, et je trouve que avec ce morceau. C'est vrai. Voilà, je pense que peu de personnes n'ont dû le percevoir à l'époque. Ah oui, non, ça, personne. D'ailleurs, parce que Bleach est un four monumental. Avant l'énorme carton qui sera Nevermind 2 ans après. En même temps, Bleach sort sur Poptones. Non, Poptones, sur Sub Pop, pardon. Sub Pop. Qui à l'époque est vraiment un minuscule label, quoi. Et voilà, et là, putain, merde, il y a un mec qui écrit une chanson comme ça. À l'époque, c'est quand même. Bon, à l'époque, non, parce que finalement, tout le monde connaît cette chanson de l'Unplugged, et moi, le premier, moi, je l'ai découvert là-dessus aussi. Mais à l'époque, personne n'écoute ça en 89. Voilà, les changements d'accords, la mélodie, c'est le genre de chanson, en fait, le mec arrive et te dit j'ai une nouvelle chanson, il te la joue à la sèche, et il y a juste la mélodie et la guitare. T'as beau la produire comme tu veux, tu sais que c'est une bonne chanson. Et ça, c'est
c'est la marque des grands, et Kurt Cobain, peu importe ce qu'on peut en penser, par ailleurs, hein, parce que c'est un personnage assez difficile et assez complexe. Bon, non, mais le pauvre... oui, non, mais c'est le moins qu'on puisse dire. C'est horrible quand même de... Non, il est génial, mais le pauvre, il a vraiment pas de chance d'être non, parce que je veux dire, mort si tôt, quoi. Là, je suis sûr qu'il aurait été génial s'il avait continué. Mais il a été génial le temps qu'il a vécu. Non, mais je veux dire... Il porte malgré lui une espèce de croix christique, c'est horrible, quoi. Parce qu'il vaut mieux que ça. Même le solo à la George Harrison est juste parfait, quoi. Enfin, voilà, mais ça pour moi c'est une outtake de With the Beatles, quoi. Ouais, c'est même ça balaye pas mal des morceaux de With the Beatles, si je puis me permettre. Donc voilà pour mon non, mais je veux dire. Ouais, non, mais je comprends ce que je voulais dire par là. Ouais, c'est une outtake qui a été enlevée par erreur, en fait. Voilà, en tout cas, voilà Nirvana qui va bien sûr planer sur les 90s, mais qui était déjà là à la fin des 80s. Oui, et on a compris qu'il portait sa croix et qu'il allait vite se tirer une balle dans la bouche parce qu'il avait mal à l'estomac et qu'il avait plus de Malox. Malox et Héros, c'est la même chose. Surtout en 94. Le top 3, ton numéro 3 du coup, Benjamin. Ça y est. Je vais nous faire les larmes là. Ouais. Alors dis-moi. Kate Bush, The Sensual World. Oui, bien sûr, mais c'était pas loin cet album, mais bon, je connais pas assez. Donc, justement. Il faut. Ouais, pourtant je l'ai en passage tchèque, donc. Le meilleur, c'est bien connu. À l'époque, oui, parce que maintenant tous les vinyles sont fabriqués en Tchéquie, et c'est pas les meilleurs pressages, mais à l'époque c'était le cas. Ah non, c'est horrible. The Sensual, non, c'est quoi le morceau du coup de cet album? Sensual World. C'est l'album titre. Oui. Le seul que tu connaisses, c'est parfait. Le seul que je connaisse, comment ça? De l'album. Non, je plaisante. Je sais. Je me mets un peu hésité, même si. Un peu. Non, cette chanson-là, elle est vraiment géniale. Ouais. Kate Bush est génial de toute façon. Voilà. Il y a pas à chier, quoi. Et voilà. Kate Bush qui tourne plus et qui continue. À l'époque. Qui a jamais vraiment tourné. À part en 79, il a jamais tourné. Je sais. Quand même en 2014. Mais... Ah non, il a fait une résidence, pas pareil. C'est pas tourné. Une grosse résidence. Oui, d'un mois, oui. Mais Michael aurait dû la faire aussi en 2009. C'est vrai. Bref. C'est vrai, mais Kate, elle l'a fait. Kate qui est un peu. Enfin, j'allais dire un truc que j'aime pas que les gens disent, mais j'allais le dire. Alors qu'elle avait un peu plus bouffé, quoi. C'est dégueulasse, tu vois. Mais oui. On n'aurait pas dit ça si c'était non. Les gens dont je vais parler après. Mais bon, ouais. Kate Bush, qui est toujours là 10 ans après. Enfin, 10 ans. 11 ans. 11 ans après le premier album. The Kick Inside, c'est 78. 78. Et puis là, surtout. Ces petits flocons de neige dans le clip aussi. Chanson à revoir. Hein. Une chanson qui est d'autant plus intéressante par rapport à sa composition parce que à la base, elle voulait. Juste mettre en musique le fameux monologue qui intervient à la fin du livre Ulysse de James Joyce, d'une des personnages du livre qui parle en fait de son du plaisir sexuel. Et elle voulait transcrire ça en musique et en fait les héritiers de James Joyce lui ont refusé ce droit et donc elle a réécrit dans le style du livre, mais avec ses mots à elle. Et là, c'est passé crème. De toute façon, il pouvait rien dire. Donc, elle a fait ça. Et en fait, c'est 20 ans plus tard, en 2009, donc, que finalement, les héritiers de Joyce lui ont donné l'autorisation de le faire. Ah merde. Et donc, elle a sorti cet album qui s'appelle Director's Cut, où elle a réenregistré des chansons à la fois de cet album The Sensual World et du suivant The Red Shoes. Donc ça compte pas vraiment dans la discographie, c'est un truc un peu à part. Ouais, c'est ça. Ok. C'est un album uniquement de morceaux de ces deux albums-là qu'elle a réenregistré. Et elle a donc réenregistré... Il y a les pipes un peu arabes de Continental Drift. Hein. Oui, sauf que c'est mieux réussi. Oui, non, mais je dis pas le contraire. Tout ça pour dire qu'on est le truc World Music est bien ancré dans toute la prod. Évidemment. J'en ai pas parlé du Real World et tout du label de Gabriel, mais enfin j'y pensais tout à l'heure. Mais effectivement, Kate Bush était elle quand même vachement impliquée là-dedans depuis longtemps. Oui. Et Peter, quoi, son pote. Oui, et puis de toute façon, dès 1980, il y a les touches de World Music dans la musique de Kate Bush. Ouais. Et donc, elle en fait ce qu'on sait qu'elle sait faire déjà depuis Hounds of Love. C'est une des plus grandes
une des plus grandes écrivaines sur pop, sur le désir sexuel féminin en fait. Bah ouais, mais puis Et, pas tant que ça. et elle le prouve encore merveilleusement avec cette chanson-là, si délicate, si forte. On ne peut être que pantois d'admiration Bon, toujours, hein, grâce à Kate Bush. quand il s'agit de Kate Bush, moi, je suis en larmes. Super numéro 3 qui va me permettre de donner le mien, qui sera donc un groupe dont on a déjà parlé, dont tu as déjà cité un titre, et il s'agit du même album, forcément. Il s'agit de The Cure, avec la chanson Pictures of You. Tu sais, merde, j'ai un petit problème de... Ah. C'est pas grave. Voilà. Un merveilleux clip. Picture avec, Là encore sous la neige. mais tu vois, c'est vraiment l'époque aussi où on commence à sortir la moitié de l'album. Enfin, c'était déjà le cas au début des années 80 avec les clips et tout, mais on continue à sortir, je sais pas combien de singles, puisque tout à l'heure, ton morceau, Ulubali, là, je sais pas quoi, De quoi tu parles? de The Cure, c'est un single Le aussi. Lullaby. Le Lullaby. C'est un single, il y a 3 singles. C'est ça. Il y a même 4 singles qui sortent pour Disintegration. Ce que j'adore, c'est cette intro hyper longue qui nous Le- fait désirer, un morceau très long hein, d'ailleurs, mais intro hyper longue qui nous fait désirer la voix de de Robert qui arrive comme un soulagement à peu près au bout d'une minute, et voilà, cette chanson sur aussi sur la solitude et sur le désir qu'on peut éprouver pour des photos, pour quelque chose de virtuel très en fait, nostalgique. et qui est oui, nostalgique aussi, Oui, certainement. nostalgique dans le sens où Robert Smith faisait sa première crise de... C'était ouais, sa première. Oui, Que sa première. Parce qu'il fait une crise à chaque fois qu'il passe un cap. Là, c'est le cap des 30 ans. Il avait l'impression qu'il avait pu vivre très longtemps après 30 ans. Et pourtant, il est toujours là, mais Voilà. il est pas très vieux. Hein. Et voilà, Disintegration, c'était un petit peu son album de la crise des 30 ans, en fait. D'accord. Et c'est pour ça qu'il se trouvait aussi Il a fait une noir et crise à nostalgique. 32, à 34, à chaque album, en fait. Non, mais avant les 40, il en a fait une aussi. D'accord. C'est pour ça qu'il Non, a mais fait la c'est un chanson morceau, qui s'appelle le 39. Et tu vois, et quand même, les Cure atteignent mon top 3. Hein. Non, mais j'ai toujours aimé c'est beau. cette chanson. Et voilà, et Tu c'est l'aurais très- aimé à Rock en scène si tu l'avais vu. Ouais, je regrette bien, mais je perds pas espoir. J'espère qu'il nous fera pas un petit AVC avant de revenir en France, parce que... J'espère que non, tu regardes l'ours sympa avec Alain Dedin. bien sûr, il y a d'ailleurs une histoire sur ce clip, je l'avais lu en préparant l'émission et j'ai oublié, là, c'est dommage. Ah bon, c'est dommage. Ouais, j'avais un truc sur l'ours et tout, sur le clip dans la neige, mais bon, bref, c'est pas très grave. C'était encore mes délires avec les animaux, dont vous avez l'habitude. Voilà, ce que j'adore, c'est que ça dure, j'avais dit 1 minute, mais la voix arrive au bout de quasiment 2 minutes. C'est vraiment un album, c'est vraiment une masterpiece des Cure, Disintegration. Non, c'est pas considéré par les fans comme un de leurs grands disques, parce qu'il y a beaucoup de morceaux qui sont toujours dans l'autoroute, non? L'autoroute, quand je dis l'autoroute, c'est quand on dit que les groupes en live finissent par jouer tous leurs tubes, en fait. C'est comme ça qu'on appelle ça avec Benjamin. Le problème des Cure, c'est qu'il y problème. a plusieurs types de fans. D'accord. Il y a les, on va Je te dire, parle du fan con moyen comme moi et qui connaît pas plus que ça et qui je sais va pas voir trop. pour un best-of, quoi. Je sais pas trop comment dire, parce que mine de rien, même les fans cons, il y a beaucoup de fans cons qui sont des fans cons, vraiment puristes. Et les puristes, c'est ceux qui ne retiennent que les Cure jusqu'à Pornographie, jusqu'à 82. Ah putain, Et ouais. qui considèrent que ce qu'il y a après, c'est les Cure qui se vendent Ouais, qui sont au grand capital. compromis, Quoi. quoi. Donc voilà. Mais bon, en tout cas pour Robert Smith, pour les Cure, le groupe en lui-même, effectivement, il considère que Disintegration, c'est un petit peu la plaque tournante de leur discographie. Mais les fans, c'est difficile de dire que les fans sont unanimes à considérer Disintegration comme... Il y a beaucoup de fans qui le considèrent comme un classique et une certaine partie d'entre eux qui considèrent que c'est un album un petit peu trop boursouflé. Par pur snobisme. En tout cas, voilà, c'était mon choix pour mon numéro 3. On arrive au top 2. Mais moi j'aime beaucoup. Hein, Ah ouais, personnellement. bon, Et moi aussi. je me considère comme fan. Moi, c'est mon préféré. Du coup, on passe au top 2. Et là, on va passer aux choses sérieuses, en tout cas de mon côté. Ton numéro 2, Benjamin. Les Stone Roses avec I Am The Resurrection. Évidemment, que je les ai, pour te faire chier, pas mis. Alors qu'ils étaient, bien sûr, dans ma shortlist. Bien sûr. Stone Roses, moi j'aurais mis Love Stone. Mais, Stone Roses avec, tu m'as dit. I Am The Resurrection. Ouais, ouais. Pour évidemment, Pour le rêve, quoi. Tout ce que ça représente de
de nouveautés. Puis évidemment, encore un titre très très court. Hein, la coda. 2 titres de 8 minutes à suivre. La coda. Heureusement que vous n'êtes pas sur Radio Perfecto. Évidemment, la coda impro complètement folle, qui est un retour total à la folie des 60s, 70s. Et bon, bah voilà. De toute façon, quand ils sont en instru et que Yann Brown chante pas, ça fait du bien. Hein. 89, c'est l'année des Stone Roses. C'est l'année où ils dominent le monde, de toute façon, à la fin de l'année. Waouh. Tu veux dire que comme ça, le monde aux États-Unis, le disque arrive aux États-Unis, quoi. Il y a rien de plus tu fort. réponds pas. Il n'y a rien de plus fort de ce qui s'est passé en 89. Quoi. C'est l'événement. C'est novateur, en tout cas. C'est l'événement de l'année. On n'a rien à vu Manchester, quoi. De plus. Bah non, partout en Angleterre. Ah voilà. Donc dans le monde, en Angleterre, quoi. Écoute, le monde était complètement boursouflé par MTV à l'époque, donc j'y peux rien. Ouais. Mais effectivement. Mais super disque, hein. En Angleterre, je charrie, mais c'est bon disque. L'Angleterre est complètement. Et tu parles pas des Charlatans, quoi, qui explosent au même moment et qui sont. C'est vachement plus mineur. Ça dépend pour non, qui. Mais c'est vrai. Ça dépend pour qui. Non, oui. À tous les niveaux. Non, et puis en termes d'impact, en termes de. Puis on peut avoir un regard historique. A posteriori, ça c'est sûr. Oui. L'impact des Charlatans, c'est pas du tout en termes de vente. Les Stone Roses ont eu le mérite d'arrêter assez tôt, quoi, finalement. Alors que les Charlatans continuent à faire des festivals, etc. Oui, non, mais surtout, personne ne se revendique des Charlatans aujourd'hui, même si c'est un groupe. J'en connais 2-3. C'est un groupe sympa, mais personne ne revendique un moment fort de la culture britannique aux Charlatans, alors que les Stone Roses, tout le monde est unanime pour dire que de mi-89 à mi-90, les Stone Roses ont réinventé le rock à guitare en Angleterre, quoi, tout simplement. Si tu le dis. Non, mais c'est un super album, hein, c'est clair. Hein. Franchement, je pense qu'on a fait un podcast qu'on n'a pas publié là-dessus, qui était assez mal enregistré, contrairement à celui-là, qui est en Dolby HIFI Surround Blu-ray, donc c'est pour ça que vous nous entendez comme jamais. Beau numéro 2, je pensais que ça serait numéro 1 ton Stone Roses, tu vois. J'enchaîne avec mon numéro 2. Je t'en prie. Pour finir ce magnifique Battle Clash qui est vraiment plein de réponses et plein de beauté. Alors moi j'ai choisi Dirty Boulevard de Lou Reed en numéro 2 parce que là on déconne plus et mes deux derniers sont vraiment des boucheries absolues. Dirty Boulevard qui est le single d'un album qui s'appelle New York. De Lou Reed évidemment et qui bouffe Berlin, hein, n'ayons pas peur des mots, qui est un album absolument merveilleux, enfin là je plaisante, mais en tout cas j'adore ce disque et je suis étonné par ce que fait Lou Reed sur tout cet album. Déjà les parties de guitare sont absolument merveilleuses, elles renvoient aux heures sublimes du Velvet quelque part, et puis lui qui fait une espèce de chant parlé absolument tout le disque et qui décrit la ville dans laquelle il a vécu toute sa vie et qui parle de sujets hyper noirs, enfin qui parle de la situation politique, hein, c'était New York d'avant Giuliani, etc., où il y avait encore, enfin j'ai pas les stats, mais des mecs qui se faisaient tirer dessus toutes les 3 minutes dans tous les coins de rue. C'est la classe absolue, et quand on sait que Lou Reed, on en reparlera dans un autre podcast, mais l'année d'après fait ce sublime album avec John Cale, Songs for Joella, merci, voilà, enfin là c'est incroyable, et puis là ça n'a pas vieilli. Là on est dans un truc qui est intemporel, et je sais pas si cet album c'était quand même les 30 ans l'année dernière du coup, parce qu'on est en 2020. Je pense que tout le monde s'en fout un peu de cet album qui n'a pas été redécouvert. Est-ce qu'il faudra attendre encore 15 ans pour que les gens se rendent compte que c'était une de ses masterpieces? Je sais pas, mais enfin, c'est mon avis. Moi, je suis d'accord avec toi. Franchement, de la pochette à tout le disque, tu peux l'écouter d'une traite. Voilà, je veux dire, en termes de prod, c'est pas Nougat York de Nougaro, quoi, tu vois, dont on n'a pas parlé d'ailleurs, qui était un album, je pense, de cette année-là aussi. Non, c'est un peu plus tôt. D'accord. Oh non. Si. Bon, bref. Enfin, là, je m'égare, mais voilà. Je viens de Toulouse, donc je suis c'est vrai. Donc voilà, et puis tu m'as... D'ailleurs, je l'ai réécouté en vinyle, parce que tu m'as offert le 45 tours, et je suis bien content d'avoir ce truc-là. Je peux être sympa aussi des fois. Ça sonne absolument... Non, mais c'est admirable de simplicité et à la fois de
de sérieux et de... N'oublions pas que Lou Reed chante cette chanson avec David Bowie aux 50 ans de David Bowie. Évidemment, en 97. Super concert d'ailleurs. Donc voilà pour mon numéro 2, on arrive à nos numéros 1, c'est bientôt la fin, on va bientôt vous quitter, donc dis-nous ton numéro 1. Est-ce qu'on va avoir le même numéro 1 ? Oh bah non, je pense pas du tout. Non, alors là ça m'étonnerait beaucoup. Ah bon ? Ouais, je suis quasiment sûr que non. D'accord, ça m'étonne. Ah ouais ? D'accord. Alors, bah vas-y. Numéro 1, les Pixies, Debaser. Ah bah tu vois, c'est les Pixies aussi, mais c'est pas Debaser. Donc c'est le même groupe. Ah c'est marrant, je pensais pas que tu mettrais les Pixies. Ah bah si, évidemment. Bah moi aussi, mais bon. Attends, Doolittle, c'est quand bah, même je suis vraiment mais, largement dans mes 10 meilleurs, dans les 10 meilleurs albums de tous les temps pour moi. Ah oui, carrément. Ah bah oui. Enfin moi en tout cas c'est évident que ça serait un Pixies aussi. Bah, je suis content. Évidemment, et Debaser. Bah, du coup on va se finir sur 10 minutes Pixies parce que voilà. parce que vous allez voir après mon choix. C'est l'excellence totale quoi. Je sais même pas quoi dire tellement. Ouais, moi, de toute façon, il n'y a rien acheté sur cet album-là. Encore plus fort sur mon morceau, mais qui était bien dans la continuité du morceau. C'est quoi, c'est Monkey Goes to Heaven ? C'est Hey. Ah, c'est Hey, oui, aussi. De toute façon, Hey Forever, quoi. De toute façon, tous les morceaux de cet album sont parfaits. Hein. Et puis voilà, quoi. Il n'y a rien à dire. Il suffit de voir les deux, là. Et Kim Deal, qui est juste absolument parfaite. Ça peut être Tame aussi. Ouais, bah, bien sûr. Bien sûr. Here Goes My Man, I Bleed. Mais tu vois, je suis super surpris que... Ah bah... Non, mais parce que je pensais que tu serais surpris aussi que ce soit les Pixies mon numéro 1. Ah non, ça m'étonne pas, moi. Ouais. 89, pour moi, il y a tellement... tellement hyper d'accord. Voilà. Ça va faire chier à des gens qui nous écrivent pour nous dire ce qui est chiant, c'est que vous êtes toujours d'accord, alors que le pire, c'est qu'on n'est jamais d'accord. Non, souvent. C'est vrai, mais... là, mais 89, de toute façon, Doolittle, qu'est-ce que tu veux faire face à un truc comme ça, quoi. Tu vois, j'avais pas vraiment d'ordre, mais bon... Doolittle... tu vois, tu es crème, et puis voilà, c'est du numéro 1, quoi, point barre. Donc voilà, comment parler des Pixies un peu pour les gens qui sont allés jusqu'au bout et qui méritent une petite explication de texte quand même. Parce qu'à l'époque, c'est pas non plus... Donc voilà, on en profite pour mettre mon numéro 1 en fond pour finir, mais... Ouais, ça c'est extraordinaire, quoi. C'est la Sympathy for the Devil de la fin des années 80, quoi. N'importe quoi. Non, mais pour comment... Oui, bah, pardonnez-le. Je me comprends. Rien à voir. Mais les Pixies, c'est quoi ? C'est leur premier album ou c'est déjà leur deuxième ou troisième ? C'est le troisième, ouais. C'est leur troisième. C'est le premier qui marche vraiment, non ? Ou pas ? C'est difficile à dire. Il y a le premier mini-album qui s'appelle Common Pilgrim. Ouais, c'est un EP, ouais. Ouais, enfin bon, c'est un mini-album. Et ensuite arrive, si tu veux, le premier album qui est Surfer Rosa. Oui. Et ensuite, donc, ils enregistrent avec le producteur anglais Gene Norton, Doolittle. Mais bon, Surfer Rosa a quand même un vrai succès d'estime, mais surtout en Angleterre, et notamment dû au fait qu'ils sont signés sur le label 4AD, qui est un label anglais. Donc c'est avant tout l'Europe qui aime et reconnaît les Pixies. Et pendant la tournée Doolittle, d'ailleurs, les Pixies... C'est le deuxième album, ouais. Les Pixies font la première partie des Cure sur la tournée, sur le Prayer Tour, la tournée de Disintegration. Parce que vraiment, Robert Smith est complètement subjugué par... ouais, c'est John Peel aussi qui les repère. Bien sûr. Ils enregistrent pour lui, avant d'ailleurs, en 88, je crois. Il y a un super enregistrement de la BBC. Enfin, avant la sortie de Doolittle. Bien sûr, ouais. Oui. De toute façon, c'est la même époque où ils font le fameux concert au London Forum. Voilà, c'est le fameux DVD que tu avais déjà quand on s'est rencontrés il y a 20 ans, quoi. Voilà. Où d'ailleurs, il joue déjà Hey, alors que l'album n'est pas sorti. C'est là où c'est avec toi que j'ai découvert ça. Ah bon ? D'accord, je connaissais pas avant. Ah non, là on parle de ça, c'était il y a plus de 20 ans. Hein. Ouais. Donc, non, c'est... Ouais, alors, mais ça restera... Et ça me renvoie pas du tout, là, pour le coup, par rapport à certains morceaux dont on a parlé, ça me renvoie pas à une certaine nostalgie de l'époque 89, mais plus à mes 20 ans, quoi. Où j'ai redécouvert ce groupe. Bah oui. Voilà, et c'est un groupe absolument génial dont on parle pas assez, qui continue à tourner. Non, mais c'est vrai que... Je cacherai à personne que moi non plus, j'écoutais pas les Pixies en 89. Ouais, c'est ça, mais d'ailleurs, ça nous parvenait pas, il y avait pas un clip, il y avait rien. Bien sûr. Après, quand Nirvana a fait Nevermind et tout, on a plus entendu parler de cette scène-là. Ça a ouvert un peu pour eux, et on a redécouvert des trucs, on entendait le nom, etc. Il y avait des papiers dans Rock & Folk à l'époque, mais c'était
Voilà, Ils étaient donc, déjà séparés, quoi. bah, il y avait surtout plus, ouais, parce que bon, alors, je suis très con parce que j'ai jamais été voir les Pixies parce que et j'ai tort, et je fais la promesse que la prochaine fois qu'ils passeront, j'irai, parce que oui, de pas y aller, parce qu'il n'y a pas Kim Deal, ça revient au même de dire que de pas aller voir Les Stones parce qu'il n'y a plus Brian. Voilà, exactement, ou les Who parce qu'il n'y a plus Kiss Moon, ce qui est pas faux en fait. Mais non, voilà, j'irai quand même juste pour le répertoire parce qu'il y a des chansons merveilleuses et que Black est quand même un compositeur hors pair, quoi. Et 89, super année, hein, on s'est génial, régalé, hein, et puis vraiment, comme j'ai- d'habitude, comme j'ai on envie d'y avait, retourner. comme on en avait pris l'habitude, Benjamin vous concoctera la playlist sur Spotify. C'est vrai. Et puis on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube ou sur Radio Perfecto peut-être le jeudi. Si on peut se rendre à Montrouge parce qu'en France en ce moment c'est compliqué. On vous embrasse très Oui, très fort. Merci beaucoup. Merci de Benjamin nous avoir Durand écoutés. d'être là. Merci. À bientôt. Merci Antoine. Oh oui. Au revoir. Allez,